Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir une nouvelle fois Luc-Olivier Dalgange. Bonjour. Bonjour. Vous publiez un troisième livre dans cette très bonne maison L'Harmattan, sous la direction de Pierre-Marie Sigaud. Un troisième livre qui s'appelle Propos réfractaires et qui nous a réjouis parce que il répond bien à une certaine inquiétude de notre temps. Et je rappelle aux auditeurs aux téléspectateurs qu'ils peuvent trouver deux autres émissions. La première sur l'âme secrète de l'Europe et la seconde sur déchiffrement du monde avec Philippe Berthelet. Et préalablement, chers amis de TV Liberté, je dois vous présenter des excuses. Je ne suis pas rentrée dès le début septembre. Cette émission sera dorénavant mensuelle parce que je suis de plus en plus sur la côte méditerranéenne où m'attendent 4 petites filles et je veux les voir grandir. Je vous rappelle ce très beau vers d'Anna de Noailles. On a si peu de temps à s'aimer sur la terre. Voilà. Mais ceux qui seraient en manque le mercredi soir, ils peuvent regarder mon blog annebrassier.fr et je rediffuse des émissions anciennes. Et de toutes les façons, sur le site YouTube de TV Liberté, ils peuvent aussi trouver ces émissions. Je suis sûre qu'ils n'ont pas vu toutes ces émissions depuis 10 ans. Alors, nous avons la joie donc de revoir Luc-Olivier Dalgange pour un livre tout à fait magique, comme souvent vos livres, Luc-Olivier. C'est un livre plein d'énergie et de sagesse. C'est écrit, comme toujours aussi, dans un style éblouissant. Et il a deux qualités. Il est d'une grande douceur, mais aussi d'une grande violence. Est-ce que je me trompe ? Oui. Je pense qu'il y a d'ailleurs une sorte de douceur dans la résolution claire et nette. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce qu'on refuse et ce à quoi on aspire, on peut se permettre la douceur parce qu'elle n'est pas abandon. Voilà. La sérénité revient. Oui. Vous avez tout à fait raison. Alors, je vais citer ces quelques lignes de vous que propose la 4e de couverture parce qu'elles sont une belle introduction. Réfractaires, nous eussions préféré ne l'être pas et recevoir le monde qui nous entoure avec moins de réticence, tant nous sommes par nature peu enclins à la ferveur ou à la piété qu'au non qui brûle en enfer, selon la formule de Maître Eckhart. Cependant, pour atteindre à quelque affirmation souveraine, sans doute faut-il passer par la négation de la négation et ne pas méconnaître, car elle agit sur nous, cette grande machine de guerre qui est en mouvement contre tout ce que nous aimons. Alors, 2 questions. Quelle est cette machine de guerre et qu'aimez-vous, Luc-Olivier Dalgange ? Oui, alors la machine de guerre, sa caractéristique, c'est qu'elle est omniprésente. Sa destination, c'est de nous exproprier spirituellement et physiquement, de nous hypnotiser, de nous distraire, de nous abrutir par tous les moyens technologiques, évidemment, qui ont été poussés à l'extrême. Et donc de nous priver de la perception même de ce que nous aimons. Et ce que nous aimons, c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est immense. C'est-à-dire que au fond, si on arrive à se déprendre de cet hypnotisme du progrès, le monde se redéploie justement dans sa force, dans sa sérénité, dans sa majesté, dans le sentiment de la toute-possibilité aussi. C'est-à-dire que, finalement, la machine de guerre, elle restreint nos possibilités. C'est-à-dire qu'elle est une négation du possible.
c'est un déterminisme qui est une sorte de déterminisme, mais qui est une coqueluche d'irresponsable. C'est-à-dire que ce monde voulu moderne se présente comme étant notre destinée. Mais en fait, il ne l'est pas du tout. Il ne l'est que par notre consentement, que par notre servitude volontaire, que par notre inattention aussi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est être réfractaire, c'est cultiver comment dire, un art de l'attention. Un art de l'attention aux êtres et aux choses. Et voilà. Alors, Vous rejoignez Gustave Thibon qui a cette phrase magnifique. Il ne manque pas de merveilles dans le monde. Il manque des hommes qui aiment admirer. Voilà, oui. D'abord, en plus, Gustave Thibon, c'est un maître pour moi. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de correspondre un peu avec lui naguère, oui. Et c'est voilà, il a le sens du. Il y a un titre d'un ouvrage qui vient de paraître d'ailleurs, un recueil d'articles qui s'appelle Le recours aux évidences. Et au fond, c'est ça, c'est-à-dire que les évidences nous échappent, il faut user de leur recours, enfin consentir au recours des évidences et réapprendre à voir ce qui nous entoure et à échapper à l'écran, échapper à cette comment dire ce moulin enregimentement. Oui, voilà, oui. Jamais l'époque n'a été aussi placée sous le contrôle, sous la règle. C'est un obscurantisme terrible auprès duquel ceux qu'on nommait autrefois l'obscurantisme apparaissent comme des épiphanies lumineuses et extraordinaires. Et puis c'est non-stop l'enregimentement. Je prends le train lundi. Il a fallu que le chef de train nous parle du carbone. Oui. Enfin, c'était quand même hallucinant. C'est terrible. Qui n'est quand même pas d'une vérité scientifique parfaite. Oui. Et on ne monte pas dans le train pour avoir un endoctrinement idéologique. Oui, là, Et on est captif, hein. Oui, à moins d'aller couper les fils du micro. Ils profitent de ce qu'on ne peut pas sauter par la tête du train pour nous. Alors, vous êtes... ce livre est le livre d'un moraliste et non pas d'un moralisateur. Quelle est la différence ? Oui, alors le moraliste, c'est celui qui va nous délivrer du moralisateur. C'est-à-dire que précisément, d'ailleurs, normalement, on ne fait de morale qu'à soi-même, alors que le moralisateur fait de la morale à tout le monde, sauf à lui-même. Oui, ça j'aime beaucoup aimer cette différence. On est sans arrêt accusé de n'être pas bien. Oui. De ne pas être bon, bien et dans la norme. Oui. Et ça, il y a une hubris du moralisateur actuel qui est quand même stupéfiante. Et qui gagne les individus, c'est-à-dire que par servitude volontaire, les gens n'arrêtent pas de se juger les uns les autres, de se bannir. De se bannir, de s'exclure. Enfin, ça a pris des proportions vraiment étonnantes, quoi. Alors que le moraliste tente d'observer ce qui finalement les choses ne sont pas justement ce qu'elles paraissent être. C'est-à-dire que la proclamation, récemment, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des proclamations de la pudeur. Voilà, mais la pudeur ostensible de l'habillement qu'on cherche à imposer, etc. C'est la pire des obscénités, puisqu'elle est ostensible. Elle est surtout très hypocrite, en plus. Elle est très hypocrite. Oui, puis le moraliste, en plus, c'est souvent les grands moralistes du XVIIe siècle nous donnent toujours une leçon de style, c'est-à-dire qu'aller le plus rapidement à l'essentiel. Pas de gras. Voilà. Oui. La flèche. La flèche et à nous déniaiser. Voilà, alors que le moralisateur, évidemment, est dans la niaiserie constante, et dans le ressentiment, et dans le grief, et dans la plainte, et dans
dans la volonté de contrôle aussi, alors que le moraliste, voilà, il se dégage et vole selon, comme disait Rimbaud. Voilà. C'est une tentative de dégagement des illusions et une certaine forme d'humilité d'ailleurs au fond. C'est-à-dire qu'au fond le moraliste fait profession d'humilité, alors que le moralisateur est dans un orgueil, Il a une chaire sur Antenne 2. Voilà, c'est ça. C'est le summum. Voilà. Et c'est le summum. Je suis tombée sur cet individu qui a décidé qu'il fallait retirer la retraite aux vieux qui ne voudraient pas se faire vacciner. Là, on est... Ah oui, oui. La Chine, c'est rien à côté maintenant. Ah oui, oui. Non, toute la technologie, finalement, sert à la société de contrôle. Enfin, voilà, bon, c'est une distinction classique entre les sociétés de souveraineté, les sociétés disciplinaires modernes de type communiste ou capitaliste, qui sont disciplinaires. Ouais. Et là, maintenant, on est passé à un stade supérieur qui est la société de contrôle avec... voilà, qui outrepasse toute décence, en fait. Qui outrepasse toute décence. Et est-ce que ces excès, parce que c'est quand même excessif à souhait, enfin, quand même, est-ce que vous ne pensez pas que ces excès sont notre dernière chance pour réveiller un peu des esprits qui ne seraient pas conscients? Oui. D'ailleurs, mais ce qui est inquiétant, c'est que on peut tout nous faire, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même. Mais peut-être que l'erreur périt dans son triomphe. Enfin, voilà, ça devient tellement ostensible que effectivement, il peut y avoir une chance de réveil. Enfin, comme on se réveille d'un cauchemar, on se dit oui, non, mais c'est pas vrai. Je crois que quelqu'un a dit trop de propagande tue la propagande. Oui. Là, ils approchent de la limite quand même. Hein. Ils approchent de la limite. Alors vous vous attachez à décrire ce qu'est un moderne, puisque vous avez lâché le mot, ce monde moderne qui veut du passé faire table rase. Alors, pouvez-vous nous préciser ce moderne? Un certain nombre de vos chapitres sont une illustration de ce que veut le moderne. Oui. Alors le moderne voulu moderne, c'est-à-dire que le moderne qui se veut moderne, donc qui est doublement aliéné, comme on disait autrefois, et qui est un combattant de la modernité. C'est-à-dire que c'est un combattant contre toutes les ressources de la vie, de sa mémoire déjà. Il y a une sorte c'est un renégat de lui-même d'ailleurs toujours. Hein, c'est-à-dire que il se veut, il ne veut pas être ce qu'il est. Il refuse le donner. Voilà. Oui, il refuse le donner. Ça, c'est une phrase. Oui. C'est-à-dire qu'il refuse l'héritage. Oui. C'est quand même... Oui, il refuse le donner. Le donner lui paraît sans valeur. Et seul l'intéresse ce qu'il peut acheter. Donc, oui, c'est le refus du donner. C'est une sorte de mauvaise conscience aussi, d'une façon de renier le passé, mais finalement en reniant le passé, il se dépossède du présent, puisque le présent est tout miroitant et rayonnant et du ressac du passé. Donc, il n'a aucun respect, vous dites, vous l'écrivez bien, à l'égard de ce qui survit. Et en fait, la survivance, l'archaïsme, ça désigne ce qui survit depuis l'origine. Oui. Donc il y va pas mollo, le gars. Ah oui, il supprime ce que 20 siècles ont apporté à notre civilisation. Oui, c'est une façon de... Bon, c'est du nihilisme au sens radical du terme. Oui. Mais par esprit de vengeance, en fait, c'est toujours finalement ce qui domine, le trait dominant, le trait affectif dominant, c'est
l'esprit de vengeance. Je me venge contre ce qui a été. Mais pourquoi voudrait-il se venger? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa psyché, dans son enfance? Non, mais même il y a quelque chose d'énigmatique. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a déraillé là-haut? Oui, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. C'est une sorte d'énigme noire. C'est plus un mystère. Autrefois, on vivait dans le mystère. Là, on vit dans une espèce d'énigme noire, opaque, c'est-à-dire que le donné de la nature elle-même est nié. C'est-à-dire que d'ailleurs, on voit bien comme tout fonctionne par antiphrase. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous parler de la défense de la nature, et on etc. Alors qu'on on n'a jamais nié autant la nature. On la maltraite. Oui, la nature humaine, Oui. enfin, ce qui est donné par la nature humaine, le fait d'être des hommes, des femmes, enfin bon, etc. Donc on nie la nature en affirmant la défense. Ça, c'est tout à fait le processus moderne, c'est-à-dire qu'on se prévaut de libertés conquises au moment où on les supprime toutes. Tout est toujours antiphrastique. Enfin, le moderne, il est antiphrastique, c'est-à-dire qu'il proclame... Antiphrastique. Oui, il proclame une valeur pour la saper le plus radicalement possible. Je parle d'inversion. Oui, c'est ça. D'inversion sémantique tout le temps. Oui, c'est... Vous aimez beaucoup la nature et ce livre est très riche d'images sur la nature que j'aime beaucoup. Mais même dans les villes, il décapite de vieux cyprès qui étaient là au milieu d'un rond-point depuis très longtemps. Ils sont immenses, donc c'est au moins depuis 100 ans. Pour poser 2 petits trucs rabougris et du ciment, parce qu'ils ne veulent plus arroser, économie d'eau. Et donc, il y a des cactus rachétiques qui crèvent eux aussi. Mais et c'est une requalification. Mais on ne leur demande pas de requalifier ce que le temps a fait. Oui. Il faut quand même être dément d'orgueil. Ah oui, c'est une hubris. Petite démesure, il y a une petite démesure. Voilà, c'est la démesure. Je peux tout faire. Elle sera punie d'ailleurs comme sont punies toutes les démesures. Hein, oui. Voilà. Ça va se retourner. Mais oui, c'est l'hubris, en fait, ce que les Grecs appelaient, après l'hubris, parce qu'au fond, voilà, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir méditer sur la mesure, précisément. Qu'est-ce que la mesure? Qu'est-ce que la juste mesure? Quel est le fléau de cette balance qui permet justement de trouver un équilibre entre la vie intérieure et la vie extérieure, entre le sensible et l'intelligible, la mesure. Puis la mesure, c'est un principe de musique aussi, hein, voilà. Et donc, effectivement, le monde moderne est fondamentalement discordant. C'est-à-dire au sens étymologique du terme, aussi la négation du cœur, de l'accord, il y a un enchaînement étymologique merveilleux entre le cœur, l'accord, la musique, la vox cordis de la théologie médiévale, etc. Et donc c'est une négation de l'accord, donc créer de la discordance, promouvoir la laideur. D'où l'inconfort. Oui. Prodigieux de nos contemporains. Ah oui. À partir du moment où vous vivez dans un monde désaccordé, il est dur de survivre. Hein. Ah oui, c'est... Faut vite se renfermer chez soi et se mettre la bonne musique qui vous remet en accord avec le monde. Voilà, oui. Oui, l'accord, le bel... parce qu'au fond, les choses... la réalité même du monde, en fait, ce qui est réel, c'est quand même toujours quelque chose qui est accordé. Ce qui est vrai, c'est quand même quelque chose qui s'accorde avec quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on peut définir le vrai. D'ailleurs, ça vaut pour tout. Le meuble qui n'est pas rigoureusement millimétré sera bancal. Oui. L'accord est nécessaire. Oui. Alors, vous avez vous dites, bien sûr, cet accord, on le trouve dans les livres, dans la littérature, dans nos grands auteurs contemporains, européens, et quelquefois de plus loin, en tout cas pour vous. Mais voilà, on ne brûle plus les livres, mais on a supprimé l'éducation qui permet aux enfants de lire. Voilà, oui, c'est-à-dire que oui, c'est plus expédient de faire en sorte que les gens ne puissent plus lire les livres que de tenter de les faire disparaître. Encore
continuer à tenter de faire disparaître certains auteurs, de les rayer de l'espace culturel complètement. Ça continue. J'avais vu qu'au Canada, ils avaient brûlé des livres dans une médiathèque. Et alors là aussi, mais vous prenez des livres pas parce qu'ils sont gentils, évidemment. C'est pas un méchant autodafé. Non, c'était pour faire de l'engrais pour les arbres. Oui. Voilà. Et donc là, on voit la tartufferie la plus titanesque à l'œuvre. Non, mais là, ça relève de l'asile. Oui, ça relève de l'asile quand même. Oui. Brûler des livres pour mettre des sanguins sur les arbres. Mais donc tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que du plus artisanal, c'est-à-dire interdire un auteur, d'abord interdire la lecture alphabétique. Oui. Donc à partir de ce moment-là, les livres ont disparu des maisons des jeunes. Hein. Ils lisent avec difficulté. À partir du moment où ils lisent avec difficulté, ils ne lisent pas. C'est perdu. Et puis par surcroît, évidemment, faire en sorte que tous les auteurs de l'histoire de la littérature, de Ovide jusqu'à maintenant, soient considérés comme avoir été écrits par de méchants hommes. Oui. Voilà, d'affreux blancs. Des personnages répréhensibles, élitistes, tout ce qu'on veut, immoraux. Et d'ailleurs, on retrouve le moralisateur. C'est qu'en fait, le moralisateur, c'est celui qui s'arroge, qui n'a rien créé, et qui s'arroge une supériorité sur quelque chose qui lui est supérieur. C'est-à-dire que le moralisateur, il passe sa journée à manger des chips devant la télévision, mais il peut dire je suis supérieur à Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci, lui, il est méchant. Voilà, donc c'est une espèce d'orgueil fabuleux, une recette d'orgueil fabuleux, quoi. De dément. Vous savez, c'est dans les asiles qu'on trouve les gens qui se prennent pour Napoléon. Oui. C'est le syndrome typique du fou de l'asile. Voilà, et c'est quand même... Et ce qui est terrible, c'est que ça s'est généralisé. On voit ça partout, tout le temps. Il y avait même pas besoin de donner beaucoup d'exemples. On peut passer... Ce pauvre monde scolaire qui est vraiment en capilotade. J'ai eu la surprise de voir dans un cartable de petite fille de CM2 un livre qui s'appelle « Poètes engagés ». Ah oui. Alors, je crains le pire, je chausse mes lunettes, j'ouvre et je tombe sur uniquement des poètes rouges. Ah oui. XXe siècle. Bien évidemment, Éluard, Aragon, poète de la Résistance, un poème sur les fusillés de Chateaubriand. Je ne savais pas que ça existait. Ce poème, en tout cas, mais pas un Verlaine, pas un Ronsard, pas un Du Bellay, pas un Péguy, rien. Non. C'est... Et le leitmotiv, liberté chérie, j'écris ton nom, c'est bien connu, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Liberté comment et au nom de quoi et au profit de qui? Enfin, CM2, poètes engagés. Oui, c'est le bourrage de crâne dès le berceau. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, le discours se réduit à un discours de propagande d'une façon ou d'une autre, comme si l'usage de la parole humaine, de la langue humaine, ne pouvait servir qu'à ça. C'est-à-dire que... Vous avez une expression très intéressante. Il y a une vieille inimitié entre les hommes de la planification et les hommes du ressouvenir. Ça, je trouve ça... On est dans une période de planification. Oui. Voilà d'ailleurs ce qui explique ce que nous évoquions précédemment. D'ailleurs, un agenda 2030, on a toujours des buts à atteindre comme ça, 2025, 2030, 2035.
Oui, puis la planification, le mot le dit, hein, c'est un aplatissement. Au fond, Oui. hein, voilà, c'est un aplatissement. Alors que la réminiscence, voilà, c'est tout le mystère de la mémoire. Enfin, Oui. c'est toute la, L'insaisissable de la mémoire. oui, oui. Et l'homme de la planification a quand même tendance à vouloir éliminer ces hommes de la réminiscence qui lui semblent inutiles, néfastes, hostiles au temps linéaire, parce que c'est une sorte de temps linéaire, enfin le temps de la planification, c'est un temps purement quantitatif, alors qu'au fond, l'expérience du temps, elle peut être rayonnante, le temps peut être rayonnant, le temps peut être latéral, il peut y avoir des écarts, des centres buissonnières, parfois le temps s'accélère, parfois il se ralentit, parfois il rayonne, parfois il s'immobilise même, enfin il y a une sorte d'instant sacré, épiphanique, où on a un contact avec l'éternité. Enfin, oui, tout ça est nié, quoi. Vous évoquez très joliment le souvenir comme élément de bonheur au quotidien, Oui, aujourd'hui. oui, oui, oui. Le souvenir est enrichit votre bel aujourd'hui. Oui, 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 c'est bien le présent et peuplé de réminiscences, et de réminiscences qui ne sont pas simplement factuelles, même des réminiscences, des choses éprouvées. Au fond, on a Sensoriel. voilà, l'écho, sensible de quelque chose qui a été éprouvé, peut-être même avant le souvenir précis. Une sorte d'atmosphère qui nous revient et qui ramène par l'éclairage aussi, c'est-à-dire que tel éclairage à certains moments du jour va nous ramener à une période où il y avait à peu près le même éclairage et donc va faire ressurgir tout un monde. Et bon, c'est ce qu'on appelle la vie intérieure, au fond. Hein. Bernanos disait, le monde moderne, une gigantesque conjuration contre la vie, oui. contre toute forme de vie intérieure. Oui. Voilà, je pense que là, il a parfaitement résumé. On y est. Il y a autre chose que la modernité veut effacer à tout jamais, c'est la hiérarchie. Oui, oui, oui. Alors expliquez-nous pourquoi la hiérarchie est nécessaire. Bah, et comment la modernité l'éradique-t-elle? Oui, étymologiquement, hein, c'est le principe du sacré. Et la hiérarchie est absolument nécessaire, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, puisque c'est ce qui gradue. C'est ce qui gradue, justement, du sensible à l'intelligible, du plus subalterne et du plus opaque au plus lumineux. Et sans hiérarchie, évidemment, on vit dans le totalitarisme. Parce qu'en plus, il y a plusieurs hiérarchies possibles. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y a la hiérarchie, en fait, c'est un grand principe de liberté, à mon avis. Si nous ne hiérarchisons pas nos actions, voilà, si on trouve aussi important, voilà, c'est l'attention aussi, c'est-à-dire que dès qu'on est attentif, on voit bien que les choses se hiérarchisent naturellement, auquel devrait le faire. Puis c'est aussi la porte ouverte à l'admiration. Oui. Si on est tous égaux, ça veut dire qu'on est tous bien limités, oui, oui. Et on ne peut pas admirer des êtres, des artistes, des hommes d'État ou des chefs de guerre qui, eux, sont admirables. Donc, on a une capacité en moins, finalement, la capacité d'admirer. Oui, on se prive évidemment de quelque chose d'extraordinaire, d'admirable, justement, et de fécond. Puis ça a une autre conséquence. C'est que si ce principe d'égalité, cette absence de hiérarchie, c'est une phrase de Paul Morand que j'aime beaucoup, c'est l'autorisation au pouls de dévorer les lions. Oui, oui, oui. oui, oui. On y est. Ah oui, oui, On oui, y est. oui, 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 c'est la conjuration du plus grand nombre
enfin, la vie se hiérarchise naturellement. Donc, c'est un artifice de vouloir supprimer les hiérarchies. C'est quelque chose d'artificieux. Et quelque chose d'artificieux est toujours malencontreux, dissonant et blessant. Ouais. Au fond, il y a quelque chose de blessant. On voit bien qu'il y a une sorte c'est la formule de Maurras qui est quand même très belle, hein, l'inégalité protectrice. Oui. C'est-à-dire que sans hiérarchie, on n'est plus protégé par rien. Oui. Oui. Personne pour nous guider, Oui. personne pour... c'est dramatique, c'est ça qui jette les gens dans le désarroi le plus total. Ouais. C'est une des conséquences de cette fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Oui. On n'a plus de liberté, on n'a pas d'égalité, Voilà, et on a encore moins de fraternité. Le résultat est fantastique. L'antiphrase, voilà. Par contre, on a la vertu et la terreur, cher à Robespierre. Ouais, c'est-à-dire la vertu. Les ultramoralisateurs et qui ont pour fonction de terroriser ceux qui ne se soumettent pas à leur... Et là, vous avez une très jolie distinction aussi qui laisse une porte ouverte pour s'échapper, si je puis dire. C'est la différence entre les hommes de puissance et les hommes de pouvoir. Oui, chacun peut être un homme de puissance et échapper aux hommes de pouvoir. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est la défaite de la puissance. Hein. La puissance, c'est la toute-possibilité, alors que l'homme de pouvoir, surtout actuellement, c'est l'homme le plus assujetti du monde, et il dépend de tout. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'homme de puissance? Qu'est-ce qu'un homme de puissance? C'est celui qui se donne la chance d'être maître de lui-même. D'être maître de lui-même, déjà, et comment dire, c'est assez difficile à définir. Au fond, c'est ce qui est en puissance. Ce qui est en puissance n'est pas tout à fait accompli, peut s'accomplir et peut se révéler c'est un acte poétique, au fond. Être en puissance, voilà, oui. Vous dites que l'homme de puissance est un homme gai, serein, sage, alors que l'homme de pouvoir est surexcité, oui, on le voit actuellement, fébrile. On le voit actuellement, et puis l'homme de pouvoir, il est dans l'effroi de perdre le pouvoir, alors que l'homme de puissance tente de se mettre en accord avec les puissances du monde, les puissances de la langue, les puissances de la nature, et là encore de se mettre en accord et de consentir, au fond. Voilà, de consentir. C'est pas l'homme de puissance, c'est pas tellement sa propre puissance. Non. C'est il tente d'être l'infini à lui-même, c'est-à-dire de s'accorder avec ce qui lui est donné et dont il peut faire une sorte de corolle magique, faire du temps voilà, faire fleurir le temps. Voilà. Vous dites que celui qui a lu tous ces grands auteurs d'Ovide, de Homère et tous les autres, crée sa véritable puissance intérieure. En fait. Oui, et c'est là où effectivement il y a une sorte de conjuration pour priver les êtres humains de leur puissance, c'est-à-dire au fond de leur liberté. De faire en sorte que leurs âmes ne soient pas irriguées par un champ, mais soumises à des réglementations de plus en plus étroites. Non-stop. Tous les matins, non-stop.
cette époque moderne, et c'est peut-être un des traits de sa maladie, est complètement confuse. Elle ne fait pas de différence entre le laid et le beau. Oui, oui, oui. Dites-vous. Oui, oui, elle promeut le... Bon, elle établit comme principe théorique que tout est relatif. Et que tout a déjà été fait. Oui, et que tout a été déjà fait. Alors ça, par contre, Oui. oui, ça c'est une grande idée. Enfin, c'est une idée... Alors là, pour le coup, c'est une idée un peu ancienne aussi. Il y a toujours des gens qui ont pensé que tout a été fait. Oui. C'est-à-dire que c'est une façon de se dispenser d'avoir à faire, d'ailleurs. Oui. C'est une sorte de paresse. On n'a plus qu'à se croiser les bras. On n'a plus qu'à se croiser les bras. Et puis... moi, j'ai l'impression que rien n'a été fait, enfin, ou très peu, enfin, beaucoup, évidemment, parce que nous avons un héritage magnifique, mais que tout peut être remis en jeu et relancé, enfin, voilà, c'est pas... C'est-à-dire que la pensée est une œuvre tellement individuelle que dire que tout a été fait et tout a été dit est faux, puisque chaque homme pense différemment. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais là aussi, il faut accepter la différence. Il faut accepter la différence, il faut essayer de se remettre en relation avec la nuanciation des choses, enfin la diversité, le côté chatoyant du réel. C'est-à-dire que chaque journée, au fond, je ne sais plus quel philosophe disait, nous faisons dans notre vie exactement ce que nous faisons dans une journée. Une journée, c'est extraordinairement riche, parce qu'il y a le cours du soleil, il y a le petit matin, etc. Mais aucun petit matin ne ressemble à un autre petit matin. C'est-à-dire que la nuance est toujours différente. Et là aussi, au fond, il y a une disparition du sens de la nuance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les gens nuancent moins, enfin, beaucoup moins. Et voilà. Vous commencez d'ailleurs le livre. Alors, bon, le laid et le beau, mais il y a aussi la confusion entre le bien et le mal. Oui, tout ce qui est mal devient bien, et tout ce qui est bien oui, devient très mal. Oui. Mais c'est toujours cette sorte de relativisme des valeurs qui permet de tout araser. Donc le beau est relatif, chacun a son beau, chacun a son vrai. Rien ne se distingue de rien, tout dévale dans une sorte de confusion générale, une sorte de pénombre où rien ne se distingue de rien. Et voilà, mais là, voilà, là, il faut relire Thibon, le recours aux évidences et même à une sorte de sens commun disparu auquel on peut se référer. Qui ment peu, c'est-à-dire que... Il faut surtout lire Luc Olivier d'Algange, là, ce matin. Vous écrivez quelque chose de très joli. Écrire en poète, c'est combattre l'indéfini avec les armes de l'infini. Oui. Là aussi, c'est très ramassé. Oui, Veuillez développer, mais on voit très bien ce que vous voulez dire. Oui. C'est-à-dire que là, justement, voilà, on est dans un monde où on a tendance à refuser les définitions, à ce que plus rien ne soit défini, que plus rien ne soit cerné, que plus rien ne soit ordonné, que toutes les lignes pures et, claires soient brouillées. Mais par contre, l'infini, c'est tout à fait autre chose que l'indéfini. C'est-à-dire que là, on peut hiérarchiser aussi. J'ai envie de parler de votre style maintenant, parce que c'est tout de même ceux qui sont grands amoureux du style, et il y en a beaucoup parmi mes téléspectateurs. Ils seront comblés. Et je vais donner cet exemple. L'érotique de la belle phrase, chez Gautier, Pierre-Louis, les Parnassiens, certes, mais aussi bien en amont dans l'histoire de la littérature française. Vivacité, suavité, force, toute une beauté qui semble superflue à la communication.
comme sont inutiles à la reproduction la plupart des gestes érotiques. D'où cette puritaine défiance pour la beauté de la phrase que l'on trouve chez les militants, les idéologues. En littérature, ils sont adeptes de la position du missionnaire. Oui, C'est très drôle parce que quand on a lu la grande œuvre du XXe siècle, c'est-à-dire la modification de Michel Butor, que l'on m'a imposée quand j'avais 20 ans, on a compris qu'il y avait plus du tout d'érotique dans la phrase. Oui, alors que le langage, par définition, c'est une question d'homme de désir, au fond. Hein. C'est, voilà, L'homme de désir, oui. Sans désir. Oui, voilà, oui. Et puis, bon, voilà, c'est être réfractaire à l'utilitarisme et... À l'uniformisation, vous avez des pages très justes aussi sur l'uniformisation qui nous guette. Nous devons tous porter le même jean, la même basket. Oui. L'uniformisation des êtres et des choses. D'ailleurs, bon, ça a commencé avec les objets de série qui se sont substitués aux objets artisanaux faits par une main, donc tous différents les uns des autres. Et là, voilà, au fond, tout le processus de la modernité voulue moderne consiste à vouloir uniformiser, à supprimer toute distinction entre les êtres humains, entre les peuples, entre tout. Entre les minutes qui passent les unes après les autres d'ailleurs, voilà, qui cessent d'être diversifiées parce que elles sont censées avoir une vocation unique qui est de produire quelque chose dans une logique managériale, qui est une façon d'uniformiser le temps. Parce qu'en fait, le temps est entièrement soumis au but qu'il se propose, de même que la phrase de l'idéologue est entièrement soumise au but, à la conviction qu'il veut transmettre, et ne laisse plus aucune part aux ressources même de la langue. À la poésie. À la poésie. Il y a un joli chapitre qui s'appelle « Ne vous laissez pas assauter ». Oui. Alors vous êtes très fâché parce que l'Académie française supprime le mot « assauter ». Oui, je trouve que... Je ne savais pas qu'il existait d'ailleurs, mais voilà. assauter, ça explique bien. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que quand l'Académie française supprime un mot, elle le révèle du coup. Hein. elle le révèle, donc rien de tel que... Alors il ne faut pas se laisser assauter. Alors une des solutions, c'est ne jamais oublier l'extrême fragilité de la beauté. Fleurs de cerisier sitôt dispersées qu'apparues, alors que les bouteilles en plastique durent plusieurs siècles. Ouais. Mais l'extrême puissance est le secret ésotérique de l'extrême fragilité. Les fleurs de cerisier reviennent à chaque printemps, ainsi de la tradition et du monde moderne. Pour lors, les adeptes de la bouteille en plastique pavoise. Attendons. Ouais. C'est quand même une jolie conclusion, ça. C'est plein d'espérance. Et puis, il y a cette deuxième conclusion. Les fous veulent nous rendre fous. Les sages nous rendre sages sans le vouloir. Ouais. On a envie de vous remercier de votre sagesse. Merci. Oui. Luc Olivier d'Algange. Elle n'est pas voulue, voilà. Si elle existe, elle est le résultat de traversées, d'épreuves et de lecture. et de Jésus et de joie. Est-ce que vous écrivez de la poésie ? Oui. Eh bien alors, Oui. J'ai pas lu de poème encore. Eh bien, écoutez, alors là, ça tombe très bien, parce que j'ai déménagé, et j'ai retrouvé des exemplaires d'un de mes recueils de poèmes qui étaient épuisés depuis des années, mais que je vous transmettrai évidemment avec joie. Et qu'il faut demander à Pierre-Marie Sigaud de rééditer. Oui. Ça s'appelle Le chant de l'âme du monde. Le chant ? Le chant de l'âme du monde. Bien sûr. Avec le chant de l'heure la plus claire, le chant de l'orage lumineux. En tout cas, merci infiniment parce que comment vous dire, c'est vrai que nous sommes dans une période, toutes les périodes ont dû être difficiles, je n'ai pas vécu les autres, mais celle-là est un peu perturbante et
on a l'impression d'être dans un shaker et sans arrêt bousculé dans tout ce que l'on aime, dans tout ce que l'on croit, de tout ce en quoi nous croyons. Et votre livre apporte une sérénité, une clé à toutes ces réflexions, à toutes ces paniques. On a l'impression d'avoir des fourmis affolées qui tournent en rond et qui cherchent une petite miette. Et vous nous recentrez et on sort de votre livre pacifié. Et réjoui par l'élégance de la pensée et du style. Donc, pour tout cela, merci Luc-Olivier Dalgange. Merci à vous. Chers amis de TV Liberté, à très bientôt. Chers amis de TV Liberté, rebonjour. Nous recevons en deuxième partie d'émission Romain Maréchal. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous proposez un beau projet qui est une plateforme de vidéos à la demande sur un sujet très précis, le patrimoine français. Exactement. Alors, parlez-nous avant de vous. Comment êtes-vous venu à... Quel a été votre... Vous êtes très jeune, mais vous avez déjà un passé. C'est un état d'esprit, la jeunesse, hein. Vous le savez bien. Vous êtes... comment est-ce que vous êtes venu à cette idée de défense du patrimoine ? Alors d'abord, ça part effectivement d'un parcours personnel. Oui, donc c'est ça qui est très intéressant. Justement, dans votre j'ai toujours travaillé dans le privé, j'ai voyagé et en fait est arrivé un moment donné où je me suis marié, j'ai eu la nouvelle de la naissance de notre enfant et j'ai eu envie de m'engager aussi pour la France et je me suis demandé voilà, comment je peux réussir à apporter ma pierre à l'édifice. Mais vous m'avez dit quelque chose au téléphone hier que je voudrais que vous répétiez. Oui. C'est loin de la France que vous avez réalisé l'importance de la France. Racontez-nous cela. Exactement. Mais en fait, je suis parti pendant un an en Australie, donc à 17 000 km à vol d'oiseau. Et pourquoi vous êtes parti en Australie ? C'est la grande manie à l'heure actuelle de partir en Australie. Parce que les voyages forment la jeunesse. J'avais envie de m'émanciper. Mais l'Australie. Parce que c'est très très loin. C'est l'autre bout du monde, l'Australie. C'est pour ça. C'est ça qui est intéressant. Vous aviez vraiment envie de couper les liens. Oui. Et j'avais vraiment envie de devenir moi-même à travers ce voyage initiatique en Australie, à l'autre bout du monde. Et vous êtes devenu vous-même. Voilà, c'est-à-dire que en fait, on a l'occasion de faire beaucoup de petits boulots, comme on dit. Hein. Donc j'ai lavé des voitures, j'ai été serveur, etc. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la France me manquait. Et combien elle était aimée en Australie ? Ah oui, ça quand je disais que j'étais français et que mieux que je venais de Paris, alors là ça y est, il y avait des étoiles dans les yeux des jeunes filles avec qui je discutais, pour ne rien vous cacher. Donc ça m'arrangeait bien parce que mon niveau d'anglais n'était pas excellent. Voilà. Il a progressé. Un petit peu, mais pas énormément parce qu'il y a beaucoup d'expatriés en Australie. Il y a des Australiens étonnants. Moi j'ai rencontré un couple de postiers australiens à Delft. Oui. Et ils ne partaient pas en vacances tous les ans, parce que leur fortune ne le permettait pas, mais ils s'offraient un voyage en Grèce ou en Italie tous les 2 ans. Là, je me suis dit, c'est fantastique. Voilà. C'est clair. Donc, le voyage initiatique est bénéfique en Australie. Oui. Si on veut. Et donc, vous créez cette plateforme de vidéos où vous trouvez que, en fait, la télévision ne nous propose pas encore tout à fait assez de bonnes choses. Alors, elle le fait avec sa ligne éditoriale. Ce que j'avais en fait, ça part d'un constat, c'est qu'effectivement, les Français sont attachés à leur patrimoine, certes. Aujourd'hui, le patrimoine français est reconnu mondialement. C'est la première destination touristique mondiale, avec plus de 75 millions de visiteurs par an. Mais j'ai l'impression que les Français ne réalisent pas systématiquement la chance qu'ils ont de vivre dans un aussi beau pays, en réalité. Et j'avais envie, avec, entre guillemets, en mêlant l'utile à l'agréable, donc via une plateforme 100% numérique, de proposer du contenu qui met en valeur justement ce patrimoine culturel extraordinaire. Voilà d'où m'est venue l'idée, au tout début de cette aventure entrepreneuriale. En fait, est-ce qu'on peut dire, je suis très adepte de 2 émissions qui s'appellent Des racines et des ailes et Échappée belle. En quoi est-ce que votre projet peut se comparer à ces 2 émissions ?
Alors, j'évite toute comparaison parce que je sais qu'on a aussi parlé d'un Netflix français, etc. Du neuf, oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est sûr que ce sont des très belles émissions qui ont un grand succès. Oui. Et évidemment... Et depuis longtemps. Oui, tout à fait. Des Racines et des ailes, ça a 20 ou 30 ans. Bien sûr. Donc non, ce sont des très belles émissions et bien évidemment, elles font partie de toutes ces émissions qui peuvent être source d'inspiration. Maintenant, j'avais aussi envie de prendre à bras-le-corps cet univers de l'audiovisuel et en particulier de la production audiovisuelle qui, par la force des choses, n'est pas très accessible parce que ça demande beaucoup de moyens. Oui. Ça demande aussi des compétences bien particulières. Et le premier enjeu de ce projet, d'ailleurs, ça a été de réunir toutes ces compétences autour de la table, d'aller chercher des professionnels passionnés qui avaient eux aussi envie de mettre en perspective la beauté, si je puis dire, de la culture française. Alors, notre patrimoine. La première des différences, c'est que vous n'allez pas aller au Kamchatka, vous focalisez sur la France. Aujourd'hui, oui, ce sont des émissions conçues entièrement en France. Ce qui est très bien parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on en a marre de s'intéresser au sort de la dernière tribu sur je ne sais quel rivage de l'eau. C'était un peu le défaut des Racines et des ailes au départ. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'ils se sont recentrés beaucoup plus sur la France. Parce que finalement, on a envie de s'intéresser à ce qui est proche de nous. Ce sont quelquefois des régions où nous n'irons jamais. Ce n'est pas une critique de ces pays-là, mais on est obligé de choisir, c'est une préférence. Et je crois que la France est si riche qu'elle a besoin d'être mise en valeur. Vous le dites très justement, c'est que parfois on ne réalise pas forcément la richesse. Je prends un exemple tout bête, les Français qui partent en vacances beaucoup, qui sont partis dans le pays du Maghreb ou en Europe, etc. C'est très intéressant, il faut aller visiter. Mais j'ai l'impression qu'avec justement la crise que nous avons vécue, la crise sanitaire, les gens sont revenus un peu au voyage en France. Il y a eu d'ailleurs des chiffres extraordinaires de consommation sur le territoire français pendant les grandes vacances. Et en fait, je crois que maintenant les gens ont pris le pli parce qu'ils ont compris qu'en France, il y a des choses extraordinaires à visiter. C'est fabuleux. C'est incroyable, la richesse de la variété. Tous les 5 kilomètres. Les 5 kilomètres. Totalement. Donc après, il faut qu'il y en ait pour tous les publics. Et c'est l'intérêt, justement, c'est l'avantage que nous amène le web et Internet, c'est de pouvoir développer des projets qui s'adressent à des personnes qui ont un centre d'intérêt particulier. Et nous, on a pour ambition de s'adresser à tous ceux qui aiment la France et à tous ceux, justement, qui ont envie de la connaître en profondeur. Vous ne voulez pas de comparaison, mais c'est toujours bon de s'intéresser à ce qui a déjà été fait. J'ai pas dit que j'en veux pas, je veux pas que moi j'en fasse. Moi j'en ferai pas en tout cas. Je vous laisse ce soin. Non, mais c'est important de voir ce que l'on peut améliorer sur un projet qui existe déjà depuis longtemps. Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage à Patrick de Carolis, qui a vraiment eu cette idée magnifique. Alors, l'émission étant très très partagée en petites séquences, ce qui pour moi est un obstacle, parce qu'avec une petite séquence, on n'a pas le temps d'approfondir. Il faut approfondir. Si vous parlez par exemple si vous faites un sujet sur la cathédrale de Strasbourg, il y a de quoi rester des heures. Mais on parle de la cathédrale de Strasbourg, mais on ne parle jamais de cette fondation qui est juste à côté de la cathédrale, qui, depuis la création de la cathédrale, 12e, 13e siècle, gère les fonds qui vont entretenir la cathédrale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, loi 1905 ou pas, la cathédrale est autosuffisante. Elle se gère elle-même. Pourquoi ? C'est pas qu'elle soit très riche, c'est que tous les Strasbourgeois, depuis des siècles, quand ils sont sans enfants, lèguent leur patrimoine à la cathédrale. Donc, il y a eu la création de cette fondation qui est merveilleusement gérée et qui peut payer donc des ouvriers pour quotidiennement travailler dans la cathédrale, nettoyer une sculpture, nettoyer un vitrail, réparer un vitrail. Vous voyez ? Et c'est fascinant comme histoire.
Bah oui, ça montre une fois de plus l'attachement des Français à l'égard de ce qui fait leur culture et leur identité, et justement via des monuments aussi impressionnants qu'une cathédrale. Via des monuments. Et alors, il y a... Ce qui me frappe aussi quand je circule en France, c'est l'intérêt des villageois pour leur bien, pour leur petite église. Bah oui, parce que c'est un bien commun en fait. Enfin, c'est un bien qui appartient à tous en réalité. Ouais. Donc tout le monde se sent concerné. Ouais. Toutes les catégories de classe Alors, sociale. quels sont les sujets que vous avez envie d'envisager ? Je sais que vous avez déjà fait des vidéos. Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet. Moi je réalise qu'aujourd'hui il faut être en capacité de produire un catalogue riche et varié. Donc on a déjà développé plusieurs programmes, plusieurs émissions originales, je le précise. Des émissions qui vont du reportage en immersion jusqu'au documentaire, en passant évidemment par des thématiques telles que une des émissions qu'on a qui s'appelle l'Odyssée du vin. Donc c'est un des cofondateurs du Canon français, Joseph, qui nous emmène avec lui découvrir justement ce métier d'artisan vigneron, et à travers ça en fait comment le vin est une des facettes les plus abouties de notre civilisation, comment ça peut créer aussi ce lien, parce qu'on va avoir des producteurs locaux, etc. Et donc ça c'est une de nos émissions. L'origine et les monastères. Exactement, oui, tout à fait. Et il a, ça, on le dit rarement dans les émissions grand public, parce que mais c'est très bien. On ne rend qu'à César ce qui est à César, mais pas les ordres monastiques. Tout à fait, vous avez raison, on en parle. Et d'ailleurs, il vient de faire à Saumur tout un événement, une exposition justement sur l'apport des ordres monastiques au vin. Donc c'est très intéressant que vous en parliez. Voilà, c'était là pendant le mois d'août, donc c'était très intéressant. Effectivement, ça c'est une des émissions. On a une autre émission qui s'appelle Ceux qui font la France, où là c'est une reporter de terrain qui découvre les traditions locales, un savoir-faire local, justement pour aller faire découvrir cet art de vivre à la française, mais qui est en fait multiple et varié. Ça, c'est une deuxième émission. On a une émission qui s'appelle Parole d'experts, où là, c'est la vente d'objets anciens. Oui, ça, j'ai bien apprécié. J'ai moi-même interrogé un commissaire-priseur. Et c'est une boîte de Pandore quand on interroge un commissaire-priseur. C'est extraordinaire. C'est un roman à ciel ouvert. C'est fabuleux parce qu'en réalité, il y a tellement d'histoires de vie, il y a tellement d'histoires. Même les objets en eux-mêmes sont des fenêtres ouvertes sur la grande histoire de France en réalité. Et donc c'était ça l'idée de ce format-là. C'est se réapproprier cet univers de la vente d'objets anciens, de la vente aux enchères, aussi pour découvrir derrière ces objets les histoires dont ils sont porteurs. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Et puis aussi, il y a ce phénomène que je trouve étonnant, moi, qui sont les brocantes, les foires à tout. Oui, les Français aiment ça, c'est très amusant. C'est assez étonnant. Moi, je suis moi-même une cinglée de foires à tout. Ah oui. Mais j'aime bien regarder les gens autour de moi. J'aime bien regarder ce que les gens vendent. Et puis, il y a ce phénomène qui je ne sais pas si c'est propre à moi, mais le bel objet, la belle assiette de Gien, par exemple, ou le plat, ou la petite soupière, ou le petit pot à lait. J'ai l'impression qu'il est par terre, dans une grande brocante. J'ai l'impression que si je ne l'achète pas, il va finir à la poubelle. Et donc, j'achète cet objet, pas très cher, c'est 5-6 euros, quelquefois 1 euro, 2 euros, pour le sauver. Donc je suis comme une Et ça, vous accumulez pas trop du coup, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, ça doit... Je suis une espèce d'arche de Noé de l'objet. Préservation du patrimoine à votre niveau. Non, alors j'ai réglé le problème. Maintenant, je ne fais plus rentrer ces objets chez moi, mais je les donne à mes amis qui viennent d'acquérir des maisons ou des appartements et qui ont donc besoin de meubler. Très bien. Mais, c'est très bien. Et ça, c'est quand même un sujet... la brocante est le lieu où il faut sauver des objets. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai découvert aussi à travers tout cet environnement des objets anciens, c'est qu'on ne se rend pas compte de la finesse du travail pour l'époque, de la richesse, de la finesse du travail artisanal notamment. Quand on voit les objets que nous avons à disposition, je ne vais pas citer de marque, mais voilà, beaucoup importés en tout cas, c'est impressionnant ce raffinement qu'on a en France sur des objets aussi effectivement anodins que des assiettes ou des l'objet verres. fait par des artisans, bien évidemment par des artistes. Le goût exquis
que l'on a perdu, les broderies, les chemises de nuit anciennes, mais on voit, et si vous voulez, on retrouve le goût d'acheter. Parce que moi, je suis arrivée à un moment où je n'ai plus envie d'aller dans les magasins puisque j'ai les mêmes choses partout. Ce sont souvent les mêmes fournisseurs. Le même meuble, la même table, la même chaise, le même lampadaire, qui est une espèce de chose moderne. Parce qu'il n'est plus question d'avoir un lampadaire à l'ancienne. Je ne sais pas si on y revient, justement, on parlait de Racine des ailes, etc. J'ai l'impression qu'il y a peut-être C'est compliqué. Mais il y a un beau sujet, en tout cas. Le commissaire-priseur et aussi la brocante. Oui, en fait, c'est tout l'environnement. Là, on suit, lors du premier épisode, Alban de Grave, qui vient d'avoir d'ailleurs une double page dans l'Incorrect, qui est expert en armes anciennes et qui nous fait découvrir, au travers de la vente d'une épée d'apparat de la Renaissance, donc la Cinque Dea, qui serait une épée, en fait, d'origine papale. Et ben en fait, on découvre tout cet univers, la recherche, jusqu'à la vente aux enchères, et donc les réactions aussi très humaines. Voilà, parce que c'est un peu son bébé, il accompagne la vente jusqu'au bout du processus. C'est la maison Octis d'ailleurs qui s'est occupée de la vente, mais on est passé dans les bureaux d'Agut à Neuilly, aussi rencontrer Grégoire de Toury. Enfin voilà, c'est tout cet univers-là qu'on veut faire découvrir aux Français. Et puis l'univers du bijou qui est... On y viendra justement, un épisode, un sujet. Vous verrez. Hallucinant. Exactement. Le bijou ancien ou le bijou copié de 1900. Mais il y a des copies en 1900 qui sont absolument charmantes, ravissantes. C'était le sujet sur l'épée, justement. On se demandait au début si c'était pas une copie, effectivement. Et donc non, ça veut dire que c'est pas le cas. Bon, ça va être passionnant. Ah oui, pour les paysages, j'avais une idée, c'est d'illustrer avec les tableaux de Corot. Oui, bah non, mais... J'ai fait vous m'avez réjoui parce que j'ai fait les émissions avec vous. Toute la nuit, j'ai cogité. Ah bah si vous avez pensé à moi toute la nuit, je suis très flatté. Alors, parce que Corot, c'est un peintre de paysage, et moi, je regarde des paysages en pensant à Corot, et je pense que je ne suis pas la seule. Le lycée du vin va vous plaire, j'en suis convaincu. Venons-en au nerf de la guerre. Vous faites un appel de fonds. Exactement. Et alors, vous avez une astuce pour vous appeler les gens les donateurs de différents noms qui sont très jolis. Voulez-vous nous l'expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, il faut savoir que la qualité a un prix. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. L'audiovisuel coûte cher parce que ça demande l'intervention de plusieurs corps de métier. Donc, forcément, la qualité ayant un prix, nous avons besoin de lever des fonds pour développer notre catalogue. Nous avons réussi à le développer déjà avec des fonds privés, mais maintenant, on fait un appel public, si je puis dire, via une campagne de financement participatif. Effectivement, nous avons demandé à nos auditeurs de nous soutenir, d'aider à la construction de ce qu'on a appelé la cathédrale épopée, une sorte de cathédrale 3.0, numérique certes, mais qui fait la promotion. Je sais pas ce que ça veut dire 3.0. Mais... 3.0, c'est la nouvelle génération d'Internet en fait, parce qu'il y a eu plusieurs générations, et là c'est la nouvelle, c'est la génération participative en fait. C'est ça le 3.0 en un mot. Et donc du coup, chaque corps de métier est représenté par un montant, participation. C'est ça. Donc on a... Alors, première participation, c'est forgerons. Forgerons. Voilà, donc pour 100 €, ce qui correspond en fait à 10 € par mois et 2 mois offerts. Et pour le lancement, il a fallu faire une offre annuelle. On a donc l'accès à catalogue pendant un an, à la date d'ouverture du dit catalogue. Très bien. Parce qu'on a un objectif de 7000 abonnés avant la fin de l'année. Et une fois cet objectif atteint, nous pourrons ouvrir le catalogue, et c'est à ce moment-là qu'évidemment le délai, si je puis dire, de 1 an se démarre, tout simplement. Ensuite, on a Sculpteur, donc qui, pareil, a 1 an d'abonnement, et pour 100 € de plus aussi, participe à une soirée de projection en avant-première de nos programmes. D'accord. Voilà. Ensuite, on a le forgeron, sculpteur, on a le charpentier. Donc là, ça devient vraiment, on parle des fondations, et donc là, c'est un niveau encore supérieur, et pour 500 €, donc on a toutes ces premières offres, plus l'envoi d'une caisse de cuvée épopée, qui sera, c'est justement Joseph qui s'en occupe. Donc ce sera du bon vin, des bulles, parce qu'il faut que ce soit festif, c'est notre ligne éditoriale, c'est la bonhomie, donc évidemment ce seront des bulles. Donc ça c'est pour la cuvée épopée. Et enfin le dernier palier, si je puis dire, qui est l'architecte. Voilà, donc là on est sur un palier à 1000 € et on sait que c'est un effort important. Et là donc on a toutes ces offres présentes, toutes ces options, plus la participation à une journée de tournage sur un tournage de fiction. Bien. Il y a aussi les maisons d'écrivains.
Oui. qui sont passionnantes. D'accord. Il y a des On a un maisons tel jour, d'écrivains, oui. il y a Les cinéastes aussi. la maison de Georges Sand, Oui, tout à fait. qui est fabuleuse. Il y a la maison de Jean de la Varande, qui est fabuleuse aussi, Ouais, avec ouais. les maquettes de Jean de la Varande. Enfin bref, Et il y a les cinéastes aussi. Il y a la maison de Sacha Guitry. Bah, je vous le dis, on est en train de Sacha travailler. Guitry. On est en train de travailler sur un programme. Ah, c'est très bien. Voilà, j'en dis pas plus. Elle est mais où, la maison de Sacha on Guitry est en Normandie. Je pourrais plus vous donner exactement le nom Ah oui. du village, mais oui. on est en train d'y travailler. Justement, je suis en Et contact et avec la maison est restée en fait, un musée. Alors, ce sont donc des propriétaires qui sont pas de la famille, mais Oui. qui ont racheté la maison ont gardé. qui sont en train, là c'est très récent, Ah oui. et ils sont en train justement de racheter des objets à droite à gauche chic. pour en faire un musée, parce qu'ils sont vraiment passionnés par Sacha Guitry. Très Donc voilà, voilà, c'est un des sujets justement sur lesquels on travaille en ce moment. Bravo. Bon, je vois que vous répondez à tous mes désirs, c'est parfait. Et je ne m'étonne pas Pour vous servir. d'être en accord avec mes amis de l'Incorrect. Lisez donc le dossier sur Alban de Grave, exactement. donc épopée film Oui, .com. exactement. Et- épopéefilm au pluriel.com. Exactement. Épopée au singulier, Oui, et film au pluriel, pluriel.com. .com. Tout à Et fait. vous aurez, chers amis de TV Liberté, l'assurance d'un bonheur futur. Trop d'honneur. Merci pour C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous ne vous arrachez plus les cheveux de la tête parce qu'il y a 3 films américains, 5 crimes et 2 viols, mais vous avez votre France, votre patrimoine, et vous apprenez beaucoup de choses sur ces sujets. Merci beaucoup, Romain Maréchal. Merci beaucoup pour votre invitation. Et à toute votre équipe. Merci pour tout. Et vous viendrez, dès que le premier numéro est sorti, vous reviendrez. Ah bah avec plaisir, je viens dès que je suis invité. Avec grand plaisir. Merci Romain Maréchal. À très vite, chers amis de TV Liberté. Merci.